fibromes utérins. Les fibromes utérins, ce sont des tumeurs mésenchymateuses qui se développent à partir du myomètre, bénignes, bien limitées, encapsulées, vascularisées, et sont les tumeurs les plus fréquentes. Sont constituées de fibres musculaires lisses et d'un tissu fibreux. Le plus souvent, les femmes ont un utérus polymyomateux, donc un multiple fibromes. Et la prise en charge, elle dépend de la classification. Les fibromes sont des tumeurs hormonodépendantes. Le développement des tumeurs, il est favorisé par les œstrogènes. Les tumeurs se développent, donc elles augmentent de taille durant la période de la grossesse, en préménopause, donc quelques années qui précèdent la ménopause, et au cours de l'activité génitale, et lors de la prise d'un traitement hormonal substitutif après la ménopause. Donc les femmes qui prennent après la ménopause un traitement hormonal substitutif, le traitement hormonal substitutif favorise la croissance du fibrome. Sinon, les femmes, après la ménopause, si elles ne prennent pas le traitement hormonal substitutif, le fibrome régresse après la ménopause. Il existe d'autres facteurs favorisants, on a des facteurs protecteurs. Pour les facteurs favorisants, on a les antécédents familiaux, l'obésité, parce qu'on a une action oestrogénique. Les premières règles avant 12 ans, donc c'est la ménarche précoce, parce qu'elle augmente l'exposition aux hormones. Et la nulliparité volontaire ou l'infertilité et les sujets de race noire. Parce que les fibromyoses utérins sont fréquents chez les sujets de race noire, même les sujets de race blanche. Donc, pour les facteurs favorisants, on a des facteurs protecteurs. On a la contraception orale, mais la contraception orale, c'est ostroprogestatif, de type ostroprogestatif, où les doses d'ostrogène sont inférieures à celles nécessaires pour le développement des fibromes. Donc, c'est des doses minimes, doses minimes d'ostrogène. Sinon, pour les contraceptions à dose forte d'ostrogène, la règle ne peut pas s'appliquer. On a le tabac. Le tabagisme a un effet anti-œstrogénique. Donc, le tabac est les facteurs protecteurs. Il se fixe sur les récepteurs œstrogéniques. Il y a une hypoœstrogénémie. Une note importante, les fibromes utérins sont toujours quasi constantes. L'association d'un fibrome à une hyperplasie de l'endomètre. Donc, l'hyperplasie de l'endomètre, il y a les troubles hémorragiques. L'hyperplasie de l'endomètre, c'est des anomalies cellulaires de l'endomètre plus prolifération des glandes endométriales. Et pendant la grossesse, il ne faut jamais toucher un fibrome. Parce qu'on a un risque d'hémorragie majeure et nécrose de la paroi utérine. Même si vous faites une césarienne, il ne faut pas toucher le fibrome. Maintenant, pour la classification des fibromes. On a les fibromes sous-muqueux, fibromes intramural, fibromes sous-séreux et d'autres types de fibromes. On commence par les fibromes sous-muqueux. On a le type 0, le type 1 et le type 2. Le type 0, c'est un fibrome intracavitaire. Fibrome intracavitaire pédiculé. Le type 1, c'est un fibrome sous-muqueux avec moins de 50% en intramural. Donc, moins de 50% en intramural. C'est l'intramural. Donc, moins de 50% en latéral. Maintenant, le type 2, fibrome sous-muqueux avec plus de 50% en intramural. Bon, بعد نشوفوا les complications des fibromes. Les fibromes sous-muqueux peut être responsable d'une hémorragie importante pouvant entraîner une anémie. Donc, les complications hémorragiques sont surtout provoquées par les fibromes sous-muqueux. Parce que les autres types, les autres topographies des fibromes sont rarement à l'origine des saignements. Les saignements, qu'on a surtout qu'on a un fibrome sous-muqueux. Ou flicuséum, عندنا دايرين هاد لا نوسيون دايرين بلي l'hystéréoscopie apprécie mieux les caractères anatomiques des fibromes sous-muqueux. L'hystérioscopie, elle permet de visualiser l'intérieur de l'utérus grâce à l'introduction d'un
l'hystérioscope. Donc, l'introduction de l'hystérioscope, l'introduction dans le vagin, puis à travers du col de l'utérus jusqu'à la cavité utérine. Donc, l'hystérioscope apprécie mieux les caractères anatomiques des fibromes sous-muqueux. Ou pour le fibrome intracavitaire, le type 0, تاني في الكسام كاينين باللي عندنا une ballonisation de l'utérus à l'hystériosalpingographie. Ballonisation de l'utérus à l'hystériosalpingographie. Les fibromes sous-muqueux peuvent être une cause directe d'avortement spontané. D'autres caractéristiques pour le type 0, pour le fibrome intracavitaire, type 0 pédiculé, il peut coexister avec un utérus normal, de volume normal, donc l'utérus radical de volume normal, et s'associe fréquemment à des ménorrhagies, donc il donne les complications hémorragiques, des saignements surtout. Il résiste au traitement progestatif, il donne une ballonisation de l'utérus à l'hystériosalpingographie, et leur traitement il est chirurgical. Donc, pour les fibromes sous-muqueux. Maintenant, pour les fibromes intramurales, interstitiels. Ils sont localisés dans l'épaisseur du myomètre. Le type 3, donc on a le type 3 et le type 4. Le type 3, c'est un fibrome 100% intramural, donc en contact avec l'endomètre. Le type 4, c'est un fibrome intramural, mais pas de contact, ni avec l'endomètre, ni avec la séreuse. Il compte intramural, mais quand je contacte bien l'endomètre ou la séreuse. Contrairement au 3, on a un contact avec l'endomètre. Donc les fibromes intramurales. Maintenant pour les fibromes sous-séreux, on a le 5, le 6 et le 7. Et se développe, les fibromes sous-séreux se développent à l'extérieur de l'utérus sous la séreuse. Le type 5, c'est un fibrome sous-séreux avec plus de 50% en intramural. Vous voyez, il est presque en intramural. Donc plus de 50% en intramural. Le 6, le fibrome sous-séreux avec moins de 50% en intramural. Et le fibrome, ça c'est un fibrome sous-séreux pédiculé. Ou les fibromes sous-séreux, lors des complications, il y a surtout les compressions des organes voisinage. Et les autres types des fibromes, on a le 8, le type 8, on a le type 2,5. Le type 8, c'est toute autre localisation, exemple localisation cervicale. Donc toute autre localisation comme le type 8. Le type 2,5, c'est un fibrome à la fois séromuqueux et sous-séreux. Donc sous-muqueux et sous-séreux. Le diagnostic, les circonstances de découverte. Dans 50% des cas, donc le plus souvent, les fibromes sont asymptomatiques, de découverte fortuite. Mais parfois, ils sont responsables de ménorrhagie. Les ménorrhagies ont des règles abondantes et prolongées. Les ménorrhagies, c'est le principal signe révélateur. Où les ménorrhagies et les saignements ne sont pas liés directement au fibrome. D'accord, ils ne sont pas, c'est pas en rapport avec le fibrome lui-même. Les ménorrhagies. Les saignements résultent de la modification de la cavité utérine. Donc, parce que quand on a un fibrome, on a une modification, une hyperplasie de l'endomètre. L'hyperplasie de l'endomètre, c'est elle responsable des saignements. Elle est associée, c'est un contexte d'insuffisance lutéale. Donc, l'insuffisance lutéale, la définition de ça, c'est lorsque les ovaires, le corps ne produit pas suffisamment de progestérone. Parce qu'on a la première partie du cycle, on a la sécrétion d'œstrogène, puis on a l'ovulation. La deuxième phase, c'est sécrétion de progestérone. Donc, l'insuffisance lutéale, c'est lorsque les ovaires ne produisent pas suffisamment de progestérone, la deuxième partie du cycle. Et en conséquence, on a une hyperplasie de l'endomètre. Des anomalies cellules de l'endomètre, une prolifération de glandes de l'endomètre, elle est quasi constante et associée à un fibrome. D'accord? Parce que quand on a un fibrome, toujours, quasi constamment, quand on a association avec l'hyperplasie de l'endomètre. L'hyperplasie de l'endomètre, c'est elle responsable des troubles hémorragiques. Les troubles hémorragiques de type ménorrhagie. Donc règles abondantes et prolongées. Pour les métrorragies, elles sont rarement isolées. Donc, les plus souvent, il s'agit de ménométrorragie. On a surtout ménométrorragie. Donc, la ménométrorragie sont des règles abondantes et prolongées. Puis, moi, les règles, on a des métrorragies, des saignements les règles. Donc, c'est des ménométrorragies. On a aussi sensation de pose interpelvienne.
ou bien des troubles urinaires en rapport avec compression des organes voisinage responsables d'une pollakiurie, une nuance urinaire. Donc, si le fibrome est antérieur, on a fait les circonstances de découverte. Même la patiente résultat avec perception d'une masse abdominale. Ou lors de dysménorrhée. Dysménorrhée, c'est les douleurs pendant des règles liées à un fibrome du col. Fibrome du col ou de l'isthme qui gêne l'évacuation du flux menstruel. Même la découverte, j'aime au cours lors des complications. Les complications, la première complication, c'est les complications hémorragiques plus l'anémie. Là, on pense à un fibrome sous-muqueux. Lors des douleurs pelviennes, une fièvre, 38 degrés, 39 degrés, et des métrorragies sont noires. Donc, douleurs pelviennes, fièvre, métrorragie sont noires. Donc, toujours, on dit un examen, on dit le toucher vaginal, une échographie, ou qui n'a pas l'augmentation, donc, qui dit le toucher vaginal, on a un fibrome de taille augmentée, de volume, cuir ou douloureux. Le toucher vaginal est douloureux, et à l'échographie, confirme le diagnostic, on une image en cocarde, qui signe la nécrobiose aseptique. Donc, la nécrobiose aseptique, c'est une complication douloureuse. C'est l'ischémie du fibrome. La complication, elle est favorisée par la grossesse. Elle est favorisée par la grossesse. Il faut toujours éliminer une infection génitale haute devant ce tableau clinique. Et pour le traitement de la nécrobiose aseptique, la prise en charge, d'abord, une hospitalisation antalgique et vessie de glace. Et surtout, les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens hors d'une grossesse. Donc là, c'est hors d'une grossesse. Sinon, il y a la patiente qui est enceinte lors d'une grossesse. Donc, on a des antipyrétiques, une antibiothérapie prophylactique, amoxicilline 3 grammes par jour et corticothérapie si la grossesse, donc si le terme de la grossesse est moins de 34 semaines d'aménorrhée parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré. Quand on a une microbiose aseptique, on a un risque d'accouchement prématuré. Quand on a moins de 34 semaines d'aménorrhée, les méthodes de corticothérapie qui favorisent la maturation du fœtus. On a aussi la complication douloureuse lors d'une torsion d'un fibrome sous-séreux pédiculé ou là un accouchement par le col d'un fibrome pédiculé. Soit torsion d'un fibrome sous-séreux, soit accouchement par le col. Donc, on a l'accouchement du fibrome par le col. C'est un fibrome pédiculé accouché par le col. Ou là une torsion. Quand on a un fibrome pédiculé, c'est là une torsion. Des complications sont rares. On a les signes de compression. Donc, complications compressives. Par exemple, une rétention urinaire lors d'une compression de la vessie. Urétérohydronéphrose, colique néphrétique, pyélonéphrite lors de la compression des urétères. Faux besoin par compression du rectum. Thrombose au membre inférieur. Phlépite par compression des veines pelviennes. Sciatalgie par compression nerveuse. Et l'infertilité plus fausse couche à répétition, surtout lorsqu'on a un fibrome sous-muqueux. Donc les fausses couches à répétition, quand on a fibrome sous-muqueux. Une fausse couche à répétition, c'est des avortements spontanés. Donc les réflexions, le fibrome sous-muqueux, il peut être cause directe d'avortement spontané. Là, c'est juste. Maintenant, c'est des complications, comme la complication localisation prévia, présentation d'hystocite, parce que les fibromes volumineux, réduction de volume de la cavité utérine. On a des présentations d'hystocite, par exemple, présentation transversale ou de siège. L'hémorragie de la délivrance. Donc, lors de la délivrance, la rétraction dit qu'on a une mauvaise rétraction utérine lors un fibrome. Parce que le fibrome, il y a une hémorragie de la délivrance. Et pour la démarche de diagnostic, tout d'abord, on commence par l'interrogatoire qui recherche une symptomatologie, des antécédents familiaux, de notions de fibrome, même des antécédents personnels, médicaux, chirurgicaux et gynécologiques d'infertilité, de prise d'un médicament, d'un traitement substitutif hormonal après la ménopause,
la contraception hormonale et la notion des fausses couches à répétition. Tous les random en considération, donc l'interrogatoire, puis un double examen clinique. On appréciera l'état général de la patiente. On examine les seins, plus ou moins une mammographie, l'examen de l'abdomen, masse abdominale pelvienne et des fosses lombaires, l'examen gynécologique, un toucher vaginal et palpation abdominale. La tumeur est régulière, de consistance ferme, non élastique, indolore, lisse ou bosselée, soit lisse, soit bosselée, de volume variable. Le toucher vaginal, donc il précise le volume de l'utérus et oui, précisément, est-ce qu'il y a des déformations par des fibromes multiples. La tumeur de fibrome, il est solidaire de l'utérus. Les mouvements qui lui sont imprimés sont transmis au col et inversement. Cette tumeur a de la masse, elle est mobile avec l'utérus et non séparée par un sillon. Maintenant, pour les examens complémentaires. L'échographie, c'est l'examen de diagnostic de référence. Il confirme le diagnostic. Elle confirme le diagnostic d'une masse solide, hypoéchogène à contours réguliers. Elle précise la position de fibromes, la taille, le nombre et leur modification. Elle élimine une grossesse intra-utérine, un kyste de l'ovaire et une hyperplasie simple. Élimine les diagnostics différentiels, l'échographie. C'est le diagnostic de référence. L'hystéréoscopie. L'hystéréoscopie, il qu'on a un trouble hémorragique. Cette hystéréoscopie, c'est un examen clé pour apprécier le retentissement intracavitaire des fibromyoses. Déjà, on a l'hystéréoscopie. L'hystéréoscopie, elle apprécie mieux les caractères anatomiques des fibromes sous-muqueux. L'indication تكون lors d'une hémorragie. Lors d'une hémorragie, pour apprécier le retentissement des fibromes en intracavitaire, le retentissement de la cavité utérine. Donc l'hystéroscopie, c'est lors des troubles hémorragiques. L'indication تاعها. L'hystériographie. L'hystériographie, elle est indiquée, c'est en cas qu'on a une infertilité associée. C'est donc pour apprécier le retentissement des myomes sur la cavité utérine, mais en cas d'infertilité associée. L'hystériographie. TDM. Le TDM, scanner abdominopelvien, il est moins performant que l'échographie. Le scanner n'est généralement pas indiqué. Mais il est indiqué sauf en cas de localisation particulière, notamment une compression urétérale, un uroscanner. L'IRM représente l'examen le plus efficace pour la cartographie exacte des fibromes. Cartographie exacte des fibromes. Elle permet le diagnostic différentiel avec l'adénomyose et une masse annexielle. Et au cours de la grossesse, le seul examen recommandé, c'est l'échographie. Et comme on a dit Fibédia, ne touchez pas le fibrome, toute myectomie. Et la grossesse contre-indique toute myomectomie. Il faut dire que c'est un des lignes les fibromes peut gêner le diagnostic de grossesse jeune. Il y a un gène de diagnostic de grossesse. La myectomie qui est contre-indiquée lors de la grossesse. Le fibrome peut considérer un obstacle à l'accouchement, un risque d'accouchement prématuré et des dystocies ou la surveillance accrue de la délivrance, elle est nécessaire parce qu'il y a un risque d'hémorragie par inertie utérine. Le fibrome est un défaut de rétraction. Défaut de rétraction de l'utérus, donc il y a un risque d'hémorragie de la délivrance. Le traitement. Si le fibrome est asymptomatique, là, pas de traitement. Une abstention de traitement plus surveillance clinique. Là, en cas d'un fibrome asymptomatique. Sinon, lors d'une hémorragie, donc soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical. Le traitement médical, en première intention, mais en absence de contre-indication, donc en absence de complications et en absence de fibrome intracavitaire type 0.
Le type 0, ما نديروش traitement médical. Le type 0, le fibrome intracavitaire pédiculé nécessite un traitement chirurgical. Ou là, lors des complications, il y a un traitement chirurgical. Donc, le traitement médical repose sur l'administration, prescription macroprogestative et les agonistes de LH-RH, le GnRH. Le GnRH, on a les hormones sécrétées par l'hypothalamus. Les macroprogestatifs ont une action atrophique de l'endomètre. Ils visent à minimiser les saignements liés à l'hyperœstrogénie relative. Donc, parce que les macroprogestatifs, les progestatifs compensent l'insuffisance lutéale. Mais elles ne peuvent pas réduire le volume de fibrome. La réduction du volume lors de l'administration des macroprogestatifs. C'est pour minimiser les saignements liés à l'hypertrophie endométriale. L'administration des macroprogestatifs se compte entre le 15e et 25e jour du cycle. Sinon, pour une femme, pour les autres femmes qui souhaitent un effet contraceptif, là, on aura le 5e au 25e jour du cycle. Le 5e, 25e jour du cycle, il a un effet contraceptif. Sinon, il a le fibrome a un volume trop important, ou là, on a une anémie sévère, là, on met les agonistes de LH-RH. Le mécanisme d'action de les agonistes, les analogues de GnRH, par exemple comme la nafaréline, ce sont des hormones entraînant la libération de gonadotrophine. Donc, la GnRH, l'hormone GnRH, il est sécrété par l'hypothalamus. L'hypothalamus agit au niveau de l'hypophyse antérieure, ou l'hypophyse d'une sécrétion de l'FSH ou l'LH. L'FSH ou l'LH stimule la sécrétion des stéroïdes ovariens. Donc, sécrétion des œstrogènes, de la progestérone. Et après administration de l'analogue de GnRH, là, on a une hyperstimulation. Donc, hyperstimulation de l'hypophyse. C'est l'analogue de GnRH. C'est des substances analogues au GnRH. Administration les analogues, les agonistes de GnRH, ils vont stimuler l'hypophyse. Une hyperstimulation de l'hypophyse. Après administration quotidienne, à 3-4 semaines, l'hypophyse va finir par ne plus répondre. C'est bon, l'hypophyse ne va plus répondre à cette hyperstimulation. Donc, il n'y en a plus d'œstrogène. Responsable d'hypogonadisme réversible. L'action, elle est réversible. Donc, on a une diminution de sécrétion FSH-LH, diminution de la stéroïdogénèse, diminution des effets des stéroïdes sur les cellules cibles. Donc, le but des analogues de GnRH, les agonistes de GnRH, c'est de bloquer la sécrétion d'œstrogènes. Les agonistes de l'LH-RH donnent une concentration et diminution du volume du fibrome. L'indication, elle est exclusivement pré- ou périopératoire et pour des durées inférieures à 6 mois. Une notion pour les progestatifs ne sont pas efficaces sur les anomalies de l'endomètre sous-associées. Donc, concernant le traitement médical. Pour le traitement chirurgical, il est indiqué si échec du traitement médical ou lors des complications lors d'un fibrome à développement intracavitaire pédiculé, qui connaît un utérus myomateux, donc un fibrome polymyomateux associé à des ménométrorragies résistantes au traitement médical, donc échec traitement médical, lors des complications, donc compression, par exemple compression des organes voisinage, avec retentissement notamment sur l'appareil urinaire, les fibromes à développement intracavitaire, donc myome sous-séreux pédiculé, donc tordu ou en nécrobiose, responsable de douleurs pelviennes. Pour le traitement chirurgical,
un traitement conservateur et un traitement radical. Le traitement chirurgical, donc, le traitement conservateur, myomectomie, et le traitement radical, hystérectomie. La myomectomie, le traitement conservateur, c'est l'indication est guidée par le désir de la patiente de préserver sa fertilité. La myomectomie soit déroulée par la parotomie, par voie abdominale, qui nécessite l'ouverture de la paroi abdominale, ou l'un par cilioscopie. C'est selon la taille du fibrome, ou la résection hystéréoscopique des fibromes, c'est la technique de référence. En cas de myome, on a un myome sous-muqueux symptomatique de taille inférieure à 4 cm et de développement majoritairement intracavitaire en indélo, la résection hystéréoscopique, technique de référence pour aider les caractères. Sous-muqueux, intracavitaire, taille moins de 4 cm et symptomatique de résection hystéréoscopique. Donc, elle dit pour le traitement conservateur, la myomectomie, c'est pour le désir de préserver la fertilité. On a un traitement radical, l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est dans un contexte d'un utérus polymyomateux. L'hystérectomie soit durera par voie vaginale, soit par ciliochirurgie, soit par laparotomie, par l'ouverture de l'abdomen. Donc la voie vaginale, elle tend à devenir la technique de référence. Et lorsque le volume ou là un défaut d'accessibilité vaginale ne contre-indique pas. Donc إذا كان le volume ou le défaut d'accessibilité vaginale ne contre-indique pas la voie vaginale. Donc c'est une technique de référence. Maintenant la ciliochirurgie. La ciliochirurgie, elle est indiquée notamment en cas de masse annexielle ou d'adhérence. Maintenant, en cas de difficulté péropératoire, on doit recourir à la laparotomie. C'est la voie abdominale qui nécessite une ouverture de la paroi abdominale. L'embolisation. L'embolisation, elle a pour objectif la nécrose du fibrome utérin. Elle consiste en obstruction de la vascularisation du fibrome par injection de particules sous contrôle radiologique. Ces deux principales indications sont à visée thérapeutique, comme un traitement isolé, ou à visée préopératoire afin de diminuer le saignement préopératoire.